Les films c'est cool. Yes. C'est bon, jusque-là j'ai perdu personne. Mais parler visuellement dans les films, c'est encore nettement mieux. Le cinéma est riche parce que les bons réals lisent un script dans lequel il y a marqué « Ok, il y a un gosse dans un hôtel et l'ambiance est glauque » et ils comprennent que leur job, c'est de trouver la moquette la plus malaisante jamais cousue et de penser à le filmer d'en haut pour qu'on ait l'impression qu'il est observé. Et mon personnage, qui est rongé par les horreurs de la guerre, il n'y a plus rien de bon à l'intérieur de lui, juste des ténèbres, j'ai pas besoin de te le dire, ça se voit. Et Cobb, il pourrait nous faire un monologue « Oh, suis-je sorti du monde des rêves, je ne sais pas trop », mais peut-être que juste... Tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente et on en était arrivé à la conclusion que, au cinéma, ce délire de parler avec des images, c'est si important que c'en est presque une question d'identité. Genre peut-être que ton film il est absolument passionnant, mais si on peut retirer l'image et c'est pas une catastrophe absolue, un mec relou pourrait débarquer et te demander si c'est vraiment un film que t'as fait. Ceci dit, si c'est bon pour le cinéma, c'est bon pour n'importe quel art où on regarde ce qui se passe. Et donc immédiatement la question importante c'est cette règle incroyable de montrer à plus d'impact que dire. Comment est-ce que je fais pour l'appliquer ailleurs ? L'idée est vachement cool, hein. Laissez-moi juste vous illustrer l'énorme problème qu'on a avec un exemple. Ok, il y a quelques années, Bandai Namco était en train de terminer Ace Combat 7, le jeu avec les avions. Ça se passait très bien, juste ils trouvaient qu'à un moment dans leur campagne, il manquait un truc. Mission 19, ok, le joueur doit flinguer un Arsenal Bird. Imaginez un porte-avions de 1 km de large, dans les airs, qui balade pas des avions mais des drones, et il n'y a pas un seul pilote à bord parce que tout est géré par IA. Et il a surtout une espèce de bouclier magique qui peut tout arrêter, bref. Mission 19, vous devez flinguer ça avec ça. La mission est incroyable, mais le directeur trouve qu'il manque quelque chose, et donc il se retourne vers son compositeur, Kobayashi, qui est un être humain absolument exceptionnel, et il lui dit « Kobayashi, fais-moi une musique qui ira bien sur la mission ». Kobayashi dit « Je vais te faire une musique hors du commun ». C'est un des rares, très rares cas où un jeu qui était prêt a été retardé parce qu'on attendait une musique. Mais ils ont raison, parce que Kobayashi est un être humain absolument exceptionnel, et il leur sort un son qui s'appelle Daredevil, qui est super connu maintenant, et peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que non, c'est la musique de fou qui fait Ils ont reçu la musique, évidemment elle était hors du commun, et ils ont fait un vrai travail de metteur en scène. Ils se sont dit on va entourer l'Arsenal Bird de nuages, comme ça le joueur sort des nuages et tombe nez à nez avec la bestiole, et là il y a 3 secondes de doute horrible en mode est-ce que mes potes vont réussir à faire tomber le bouclier ? Et au moment où le bouclier tombe, on met le drop de la musique, et la scène est absolument phénoménale. Voilà à quoi ça ressemble quand tout se passe bien. Et voilà à quoi ça ressemble dans 90% des parties. Et là normalement, tout le monde voit pourquoi c'est un enfer de faire de la mise en scène dans un jeu vidéo. Comment on est censé montrer de belles scènes à un idiot qui de toute façon se barre avec la caméra ? Aucun réalisateur pourrait faire son travail si chaque spectateur lui prenait la caméra des mains en lui disant qu'il veut regarder ailleurs. Et pourtant c'est ce qu'on essaye de faire dans les jeux vidéo. La tâche est absurde. Et c'est même pas notre seul problème. Non seulement il se barre avec la caméra, mais c'est pas comme s'il allait s'en servir de façon esthétique, elle lui sert juste à voir ce qui se passe. Réalisez que pendant que tous les angles sont autorisés au cinéma, nous on en est à classifier nos jeux en fonction du seul angle auquel on va avoir droit dans ce jeu-là. Angle qu'on aura choisi dans un grand total de 4. Tous les jeux vidéo que vous ferez dans votre vie seront dans un de ces 4 angles. Ça rend la caméra de jeu vidéo si statique, si immobile que si tu veux faire un clin d'œil aux jeux vidéo dans le cinéma, comment tu fais ? Tu fous la caméra sur un personnage et tu lui interdis de changer d'angle. On est passé d'un art où la caméra est tellement libre que je peux faire une blague juste en la bougeant. À un monde où elle est juste un outil pour finir un niveau. Rien a le droit de se mettre en travers du gameplay. Le jour où pour la première fois quelqu'un a écrit un programme dans lequel certaines actions mènent à la victoire et d'autres à la défaite, on a gagné la possibilité de jouer, et aucune tentative artistique a le droit de venir gêner ça, aucune. Donc si on veut quand même
foutre cette incroyable magie du cinéma dans le jeu vidéo, va falloir ruser comme jamais. Ok, méthode numéro 1, faire quelque chose qui se voit peu importe ce que fait la caméra. Spec Ops The Line commence sur cette image, qui est magnifique déjà, mais surtout orange, très orange. Tout le début du jeu est orange. C'est des couleurs très chaudes, très énervées parce que tout le monde est heureux à ce moment-là, tout le monde est hype, c'est le début de la mission, on va sauver tout le monde, vive les guns, vive l'Amérique, vive la démocratie, tout ça. Et puis, quand le ton commence à embrayer sur il n'y a rien qui se passe correctement dans cette mission et peut-être qu'on a commis des crimes de guerre, le orange est remplacé par le vert, du dégoût et de l'horreur. Et plus ça part en sucette, plus ce vert devient foncé, il finit par arriver dans le bleu sombre du fin fond de la dépression, et c'est ce bleu qui peint toute la fin du jeu qui te fait comprendre qu'il n'y aura pas de fin heureuse à cette mission. Il y a 1 milliard de façons imaginatives de faire ça. No Man's Sky a réussi à le faire d'une façon que j'avais jamais vue avant. Pas grand chose dit, tu arrives sur une planète extrêmement alien et extrêmement étrange, comme de se rendre compte qu'il n'y a que la lumière rouge qui traverse l'atmosphère. Accessoirement, vous n'êtes pas obligé de repeindre des planètes entières ou des niveaux entiers, hein. Vous voulez qu'un personnage ait l'air sérieux et agréable à regarder? Mettez-lui des couleurs complémentaires qui vont bien ensemble, comme le bleu et le jaune. Vous voulez que le joueur sache instantanément qu'un personnage est gaguesque? Mettez-lui des couleurs qui jurent. Maintenant, un objet a une couleur particulière parce qu'il renvoie la lumière d'une façon particulière. Avant même de s'embêter à parler couleur, parlons juste lumière. Ça fait des années que vous savez reconnaître à la quantité de lumière sur une image si un film est déprimant ou joyeux. Ok, voilà un jeu qui utilise la lumière d'une façon que même les films peuvent pas. Dans FF15, plus t'avances dans le jeu, plus les journées sont sombres et courtes. Tu commences, c'est l'été, c'est road trip, c'est la fête, il y a des grandes journées ensoleillées, tu termines, t'as l'impression d'être en hiver, tu te lèves à 10h, tu termines à 17h. C'est une catastrophe, c'est déprimant, et en plus c'est dangereux, parce que la nuit est particulièrement risquée dans FF15. Ça marche parfaitement bien avec la narration, comme quoi le voyage devient de plus en plus dramatique, ça marche extrêmement bien. Sur le papier, c'était une super bonne idée, je leur en veux pas du tout d'avoir essayé. Maintenant, le seul souvenir que ça m'a laissé quand j'ai fait le jeu, c'est vous me cassez les burnes avec vos journées de 2 minutes. Je veux avoir le temps de faire plus que la moitié d'une quête avant de revenir au camp. Dans la pratique, ça ne marchait pas, et c'est un très bon exemple de... c'est déjà dur de faire de la mise en scène, mais alors faire de la mise en scène sans empiéter sur le gameplay, c'est un cauchemar. J'ai personnellement jamais vu de balade à cheval plus esthétique que dans Shadow of the Colossus. Alors ouais, ça aide, qu'il n'y ait pas de HUD et que les décors soient très ouverts, mais c'est avant tout grâce au travail de caméra. Quand on monte à cheval, sur ce jeu, la caméra fait 3 choses. Elle s'éloigne du joueur, elle s'incline un petit peu vers le haut et surtout, elle balance le joueur tout en bas à droite. Ça veut dire qu'il est plus au milieu de l'image à attirer l'œil, ça veut dire que le sujet principal de l'image, maintenant c'est le paysage. Et c'est pour ça que ça rend aussi bien. Si ça rend aussi bien sur Shadow of the Colossus, pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose dans Assassin's Creed, dans Red Dead ou dans Zelda? C'est parce que Shadow of the Colossus est un jeu bizarre, où il y a genre 5% de se battre avec des trucs de 30 mètres de haut et 95% de galoper sur une map où il y a personne. Tous les autres jeux dont on a parlé, c'est des jeux où on peut se faire attaquer, et si on est parqué en bas à droite de l'image, bah on peut pas se battre, et donc c'est un enfer. Journey pareil. Journey, ils peuvent faire des plans de fou parce que de toute façon, rien va te sauter à la gueule. C'est des jeux qui profitent du calme. Ils profitent du fait que le gameplay est si peu exigeant que de toute façon, le joueur t'en voudra pas si tu fais n'importe quoi avec la caméra. Mais dans le cas de Journey et Shadow of the Colossus, c'est facile. C'est des jeux qui sont calmes du début à la fin. Dans 99% des jeux, il s'agit de guetter les 2 secondes et demie où ça va pas déranger le joueur. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est genre, il y a 2 secondes où il n'y a pas d'ennemis dans un donjon sur Lost Ark, hop, on fait un truc avec la caméra. Il y a une transition d'arène dans un jeu de versus fighting, tac, on fait un truc avec la caméra. Dans Skate Story, quand tu meurs, la caméra fait blom 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 comme pour donner l'impression que le caméraman s'est cassé la gueule en même temps que toi. C'est adorable et c'est super malin. La mort est une opportunité de fou. Pendant 3 secondes, le joueur trouve ça normal de pas tenir la caméra. Sniper, pareil. Tu peux pas me reprocher de faire un truc avec la caméra. Qu'est-ce que tu comptais faire d'autre dans le temps d'un tir? Et tous ces petits instants, on les remarque même pas, ils nous gênent pas parce que les studios sont devenus trop forts pour choisir les moments où de toute façon on regarde au lieu de jouer. Mais si vous faites gaffe et que vous les guettez, vous allez de plus en plus cramer tous ces petits moments où les devs se sont dit oh là il y a une ouverture, là il y a 3 secondes, on peut faire un truc. Ok, on va rentrer dans les méthodes de tryharder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si j'ai vraiment une image à faire passer? La couleur, ça suffira pas, il faut que ça prenne plus que 3 secondes au milieu d'un combo. Certes, le joueur regarde où il veut, mais je peux aussi construire le niveau de façon à ce qu'il ait pas vraiment le choix.
Ok, tu viens de lancer Mirror's Edge, et tu peux regarder où tu veux, c'est un problème, mais aussi, je viens de te faire spawn sur une corniche de 30 cm de large, donc vraiment il y a un seul endroit où tu peux aller, et je suis le dev, et là j'ai 2 minutes, parce que tu viens de lancer le jeu pour te convaincre qu'il est bien avant que tu retournes perdre ta vie sur League of Legends. Donc comme il n'y a qu'une seule route, de toute façon cette vue incroyable sur la ville, avec les nuages au fond et l'impression de liberté, là cette première vue sur la distance, tu vas la voir, quoi qu'il arrive. Et ensuite, je t'ai préparé un jump, et j'ai fait attention de bien dégager tout le paysage derrière pour qu'il soit aussi spectaculaire que possible. Là-dessus, j'ai que 2 choses à rajouter. Le slow motion, parce que tu vas comprendre que tu es censé regarder au lieu de jouer. Et la musique. Et t'as déjà tout eu en fait. Ça fait 30 secondes, ça fait legit 30 secondes que t'as lancé le jeu, t'as eu le parcours, t'as eu l'impression de liberté, t'as eu le décor. C'est l'une des intros les plus efficaces que j'ai jamais vues dans un jeu vidéo en fait. Et tu ne pouvais pas rater le spectacle. Parce que le niveau entier était pensé pour. Tout un tas de scènes très célèbres ont été amenées comme ça, genre elles sont au milieu du couloir, et t'es obligé de les voir, la girafe dans The Last of Us par exemple, ou la femme penchée sur son berceau dans BioShock, ça c'est un plan de fou. Et c'est aussi une exposition incroyable, avec ce plan, plus le plan que vous aurez une fois que vous aurez vu ce qu'il y a dans le berceau, vous savez déjà à quel point la ville est partie dans la folie. Mais s'il y a une franchise qui a pas peur de voir les choses en grand et de te faire exactement cette même chose mais à l'échelle d'un niveau tout entier, c'est Code. Code, ils ont dépassé l'étape de foutre des animaux aux fenêtres et de projeter des ombres sur les murs. Ils veulent t'envoyer une image de fou dans la figure qui va te laisser une claque. Et bah ils sont prêts à construire la moitié d'un niveau pour ça. N'importe quel passage d'une campagne de Code pourrait servir à illustrer comment tout a été placé avec attention et pour raconter des trucs. Mais du coup, j'ai juste choisi l'une de mes missions préférées. On démarre dans un bunker, on sait absolument pas où on est ni ce qu'il faut faire. Mais le jeu va nous le dire. On attrape notre première arme, on prend à droite, instantanément pile sur ce timing, on croise un soldat avec les yeux cramés et un autre qui transporte un blessé. Donc, de toute évidence, c'est la sauce. Notez que chaque lumière dans ce couloir a été placée de façon à accentuer le fait que c'est la sauce. La première en bas à gauche, elle illumine des cadavres et les 2 suivantes, elles sont placées pour illuminer les soldats blessés sur les murs. D'ailleurs, je reviens en arrière une demi-seconde, mais si vous avez vu la pièce sur la droite au tout début, c'est parce qu'elle est illuminée. Pourquoi ? Pour que vous voyez le soldat blessé sur le lit. Il y a de fait une pièce tout au fond à gauche qui est illuminée alors qu'il n'y a que 3 cartons dedans. Pourquoi ? Pour essayer de générer un petit peu de curiosité chez vous, parce que si vous décidez de la fouiller, il y a un gun doré caché à l'intérieur. D'ailleurs, on est en train de regarder le remaster, vous constaterez que dans le jeu de base, il n'y avait pas de gun doré, et donc la pièce n'était pas éclairée. Puis vous rejoignez votre équipe et tout ce qu'on vous dit c'est il y a des civils qu'on doit évacuer, la zone d'évacuation se fait attaquer, vous devez la défendre. Et qu'est-ce que vous voyez au fond, parfaitement aligné évidemment sur la sortie du bunker, vous voyez le département du commerce. Et soudain c'est attendez une seconde. Et des fois que ce soit pas encore très clair dans quelle ville vous êtes, le premier tournant vers la gauche vous met face au Washington Monument, qui est le truc le plus facile à reconnaître dans cette ville derrière la Maison Blanche. Et donc vous n'êtes pas dans une zone de guerre aléatoire au milieu du désert, vous êtes en train de vous battre en plein cœur de la capitale. Et maintenant que vous vous êtes pris la révélation, on vous met le petit message en bas à gauche qui confirme que c'est Washington, on envoie la musique de Hans Zimmer sur le plan dramatique du département du commerce et ça part. C'est le Capitole au fond. Évidemment, la première route qu'ils nous font prendre est parfaitement alignée pour nous faire voir le Capitole, mais surtout ce plan. Ce plan est absolument phénoménal. C'est la personnification de toutes les craintes des Américains depuis le début de la guerre froide. C'est Washington en flammes après une attaque des Russes. Et contrairement à la chute du bouclier dans Ace Combat, il n'y a aucune chance pour que vous ratiez ce plan et pour que vous perceviez pas l'importance émotionnelle de ce plan parce que tout à des kilomètres a été pensé pour. Parce qu'ils ont choisi que ça se passerait au moment du coucher du soleil, pour que le bâtiment ressorte et pour que les flammes dans le fond de la ville ressortent aussi, comme ça vous savez que c'est la sauce partout. Et puis ils ont creusé le sol, ils nous font avancer dans des tranchées, ça relève le bâtiment par rapport à nous, il prend encore plus de place sur l'image et même, pourquoi le département du commerce ? Ça aurait pu se passer n'importe où, sauf qu'il a le style bien pierre blanche, bien colonne, bien néoclassique des bâtiments administratifs de Washington. C'est le bâtiment le plus typiquement Washington à des kilomètres à la ronde. Et tu le vois en sortant du bunker, tu reconnais la ville instantanément. C'est dans les lignes directrices avec les faisceaux des projecteurs qui pointent vers le bâtiment. C'est parce qu'ils ont mis l'objectif à l'intérieur, c'est parce qu'ils ont mis les ennemis à l'intérieur. Généralement, on regarde dans la direction dans laquelle on nous tire dessus. Ils ont même filé des lance-roquettes aux Russes juste parce que les traînées se voient davantage et tu sais très bien qu'elles partent du bâtiment. Il y a un défaut dans cette scène absolument phénoménale, c'est que le Washington Monument, qui est censé être la confirmation de où tu es, il n'est pas assez éclairé, il se fond dans le fond du ciel sombre, et je sais pourquoi, enfin je soupçonne que je sais pourquoi, il n'y avait pas ce problème dans la version de 2009. C'est juste le remaster qui a oublié d'amener des projecteurs, et
les nouveaux moteurs gèrent la lumière de façon beaucoup moins diffuse, les trucs sont beaucoup plus sombres à moins d'être directement éclairés, et je pense qu'ils se sont dit, on voit bien le monument dans la version du jeu de base, c'est pas la peine de s'inquiéter. Bon, je fais remarquer ça parce que je suis une sombre personne, mais ce que je voulais dire à la base, c'est que le travail sur cette scène est absolument phénoménal, et surtout, ces gens qui ont compris qu'ils bossent dans un médium où ils n'ont pas le droit de tenir la caméra sont devenus des boss internationaux pour diriger le regard. Autre exemple ultra rapide venant d'une autre mission, constatez comment les bombes soulèvent de la fumée en bas de la tour, ce qui fait que vous ne voyez plus rien en bas, vous levez instinctivement le regard, et donc vous avez le regard exactement au bon endroit quand la tour commence à tomber. Il n'y a probablement aucune bonne raison pour que les hélicos américains arrivent de la direction de la zone qu'ils viennent de bombarder, qui était donc sous contrôle ennemi 5 secondes plus tôt, mais s'ils arrivaient de derrière, vous auriez pas eu ce plan incroyable avec les hélicos et la tour Eiffel écrasée. Et on fait pas un reportage ici, on fait du cinéma. On aime beaucoup se moquer de code, mais très peu de franchises ont fait autant pour la crédibilité du jeu vidéo auprès du reste du monde. C'est eux qui ont fait réaliser à tout le monde que la machine avec les images sur laquelle les gosses sont scotchés dans le salon est capable de produire des scènes de films hollywoodiens sans jamais retirer la manette des mains du joueur. Et si soudain t'es capable de créer des scènes aussi belles, aussi immersives, aussi prenantes, tout en ayant ce sacro-saint pouvoir que le cinéma aura jamais de vraiment mettre le spectateur dans la scène, ah soudain c'est dur de dire que le jeu vidéo est pas ce qu'il y a de plus immersif comme art disponible. J'ai encore 2-3 trucs à dire sur Code, après je vous jure j'enchaîne. Déjà, comme il y a 10 ans c'était les gens qui ramenaient le cinéma dans le jeu vidéo et qu'ils avaient vraiment des quantités stupides d'argent, bah c'est dans les niveaux de Code qu'on trouve beaucoup des trucs les plus intéressants faits avec des caméras dans le jeu vidéo. Genre par exemple, voilà un exemple de rare transition de angle du dessus à angle à la première personne, en plein milieu d'un niveau, sans interruption du gameplay, et ça marche. Par-dessus tous ces éléments visuels qui servent à amener de l'histoire, de l'émotion, une ambiance, il y a tout un niveau de complexité qu'on n'aborde même pas dans cette vidéo, c'est toutes les aides au gameplay, c'est tous les trucs visuels qui sont là pour que vous restiez pas bêtement coincés au milieu du niveau. On n'en parle pas, c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pour ça qu'on n'aborde pas les objets qui deviennent rouges pour que vous sachiez lesquels attraper, les murs peints en blanc pour que vous sachiez lesquels grimper, et on a fait une exception avec la lumière qui indique qu'il faut fouiller la pièce pour le gun doré, mais il y en avait plein, rien que dans cette séquence de Washington. Est-ce que vous avez remarqué ce dernier projecteur qui passe très exactement sur la porte par laquelle vous êtes censé rentrer dans le bâtiment ? Et même, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on se perd pas dans ce bunker ? Pourquoi l'action est parfaitement fluide, vous allez parfaitement vers la sortie, il n'y a pas de se perdre. C'est parce qu'une seconde après que vous ayez quitté la pièce dans laquelle vous êtes apparu, la première indication de direction que vous voyez, c'est cette lumière verte en bas à droite. Et c'est la même lumière verte qui vous attend au bout du couloir. Le chemin que vous devez prendre est jalonné en fait, et même si vous vous dites pas consciemment « Oh là là, ils veulent que je suive la lumière verte », inconsciemment vous savez. Inconsciemment, vous faites. Dans cette méthode, on jette au feu à peu près tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Il y a certains développeurs qui sont en mode « Bah, j'ai tellement de trucs à montrer que je crois que je vais quand même reprendre la caméra en fait. » Et je comprends bien les 4 angles, figer la caméra, tout ça, le confort du joueur, mais je vais quand même reprendre la caméra en fait. Et vous inquiétez pas, je montrerai les plans les plus beaux, mais je ferai aussi en sorte que ça gêne pas le joueur, et je le ferai tellement bien qu'il n'y aura pas de soucis. C'est pas un truc que tu peux faire avec n'importe quel type de jeu, c'est un truc que tu peux faire dans un jeu à la 3ème personne, parce que la 3ème personne a toujours été de loin le plus fluide des 4 angles. Genre, tant qu'on voit à peu près ce qui se passe autour et que le personnage est grosso modo au centre de l'image, ça marche, c'est de la 3ème personne. Il n'empêche que c'est un travail de titan. Le meilleur exemple auquel je puisse possiblement penser là-dedans, c'est le niveau d'ouverture de God of War 3. Ça, c'est une dinguerie, ça. Là, c'est le tout premier moment où on nous file les contrôles angle, bien large, bien écarté, parce que c'est le genre de jeu où on tabasse 30 personnes en même temps, il faut pouvoir bien voir, mais tout de suite après, il y a une légère cutscene où le titan éteint le feu sur son bras, donc il ouvre un passage. Et quand on revient dans la baston, soudainement, la caméra, elle reste plus aussi écartée, soudainement, elle s'approche du sol, et quand on bouge, elle se déplace avec nous pour bien mettre en valeur la route qu'on est censé prendre. Bon là, énorme gros plan sur Kratos, il est en train de soulever un arbre à main nue, ce serait dommage de rater ça. Dans le couloir, caméra plaquée au sol, pour vraiment donner cet effet de tunnel. On arrive au fond, clac, on braque à droite pour voir le titan qui arrive. Aussitôt qu'il est passé, on la ramène, on la rebraque vers l'avant, surtout on la repose au sol, parce qu'il faut voir la falaise maintenant, et surtout, il faut voir arriver le boss. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin, j'allais dire jusqu'à la fin du niveau, ça va être comme ça jusqu'à la fin du jeu. À la fin du combat de boss, on se fait lancer contre une falaise. Quand on arrive en haut, la caméra elle se remet pas normalement, elle reste très près du sol parce qu'on a besoin de voir loin, parce qu'ils ont prévu qu'ils allaient mettre Hades au fond du plan. Et puis on prend la corniche, et la caméra elle te montre petit à petit ce qu'il y a de l'autre côté du gouffre. Tu t'es concentré sur ça, tu te dis je me demande ce qui m'attend, en fait c'est un piège, c'est pour te surprendre parce que la bestiole arrive d'en bas.
puis tu arrives de l'autre côté de la corniche, et cette plateforme, vous voyez qu'elle n'a pas de raison d'exister cette plateforme. Vous voyez que l'échelle pourrait juste descendre au niveau où est Kratos. Pourquoi elle existe? Elle existe pour pouvoir mettre les deux archers dessus, parce que s'ils sont là, pour qu'on puisse bien les voir, ça leur donne un prétexte pour relever la caméra pour qu'on voit bien le titan qui est au fond. Donc ils ont rajouté une plateforme et deux archers qui n'ont rien à foutre là, juste pour réussir le plan sur le titan et que ça soit pas bizarre. Et puis tu grimpes, et t'arrives dans une zone, et la caméra reste sur le côté. Comme si c'était un platformer, comme si on jouait à Céleste. Pourquoi? Pour te faire comprendre que c'est une zone où t'es censé faire de la plateforme. Que pour se barrer, faut se balancer au crochet. Puis tu te balances au crochet, bam, t'arrives sur la falaise. Et à chaque fois que t'avances, la caméra s'éloigne un tout petit peu de la falaise, parce que le sujet c'est de moins en moins est-ce que Kratos va glisser, et de plus en plus le titan. Et puis t'arrives en haut, et il y a un pont, et tu traverses le pont, et ça dézoome pour que tu vois bien le bâtiment. Et puis ça rezoome de fou, parce qu'il y a Kratos qui soulève une porte, et on laisse la caméra en arrière, pour que tu puisses voir arriver le centaure. C'est sans arrêt, c'est non-stop. On a l'impression qu'il y a un petit caméraman volant qui suit le joueur, de façon à toujours avoir un angle idéal où tu peux à la fois jouer et profiter au maximum du paysage. Sauf que évidemment non, c'est juste que tout a été prémédité. Les gens qui ont fait ce jeu ont fait un truc qui est long comme 5 ou 6 films mis bout à bout, et ils ont réfléchi à pour chaque mètre carré, quel est le meilleur angle, avec l'handicap de fou de, il doit toujours permettre de parfaitement voir où t'es et de parfaitement bien jouer. C'est un travail de titan, c'est vraiment un travail de titan, et surtout, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Ils auraient pu faire 99% du niveau avec une vue à la troisième personne classique qui permet de gommer des ennemis et personne leur aurait rien dit. Ils se sont donné la peine de faire ça parce que c'est l'un des plus grands studios du monde qui faisait l'un des plus grands jeux de cette époque. Maintenant, même une quantité de travail aussi stupide que celle-là marche parce que t'es dans un niveau couloir. Parce que qu'est-ce que tu fais dans un open world ? Non, sans rire, quand il se balade plus dans un niveau, mais il se balade dans un monde, et... Bah évidemment, il doit pouvoir compter sur la caméra tout le temps. Est-ce que c'est pas le moment d'accepter que c'est un jeu vidéo et que la caméra est pas là pour être esthétique ? Parce que c'est pas le moment où on lâche l'affaire. Si t'es phénoménalement déter, mais vraiment phénoménalement déter, tu peux appliquer la stratégie Call of Duty de je construis mon niveau autour d'une scène, et tu l'appliques à une région tout entière. Est-ce que vous avez déjà pensé à la topographie de Toussaint ? Ok, j'ai pas la fibre, et j'ai archi la flemme de passer 6 heures à retélécharger The Witcher 3 pour cette vidéo, donc j'utilise un montage que j'ai trouvé sur YouTube. Mais c'est pas grave, tout ce que vous avez besoin de voir est sur ce montage. Est-ce que vous remarquez que peu importe le paysage qu'il est en train de vous montrer, le gars, vous voyez des montagnes au fond? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, putain de merde. Vous voyez des montagnes au fond pour deux raisons. Déjà, il y a des montagnes partout, la map est entièrement entourée de montagnes, et surtout, il n'y a rien de haut au milieu de la map pour vous empêcher de voir les montagnes qui sont au fond. C'est ça qui est important à remarquer. Tout ça est construit comme une cuvette. Tout le relief est sur le côté. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de la carte, il y a le château qui est immense et féerique et magnifique et qu'on peut voir de très loin, et c'est le but. Parce que si toutes les montagnes sont sur le bord de la carte, il n'y a jamais rien pour cacher votre vue du château. Exactement comme à Disneyland. Walt Disney avait designé Disneyland exprès pour que le château soit visible de à peu près partout dans le parc. C'est des projets, et Walt Disney mettent le château au milieu avec rien pour briser la ligne de vue pour exactement la même raison, qui est que si à n'importe quel moment tu peux lever les yeux et voir un château de conte de fées, ton cerveau se dit « mais je suis dans un conte de fées ». Méthode bonus. En avoir absolument rien à foutre. Pourquoi est-ce que la caméra cinématique dans GTA fait autant film ? C'est très simple, elle fait les deux trucs qu'une caméra de jeu vidéo a jamais le droit de faire. Change d'angle toutes les 3 secondes et elle prend des angles où on voit que dalle. Elle est acceptée pour deux raisons, qui est une, qu'on n'est jamais obligé de l'utiliser, et deux, c'est Rockstar. Ils font globalement ce qu'ils veulent. Parfois tu fais n'importe quoi avec la caméra, et tu laisses pas le choix au joueur, et ça marche, parce que t'as créé le gameplay pour qu'il soit très tolérant, c'est pas grave. Nier Automata est un très bon exemple de ça. Vous vous souvenez de cette intro absolument incroyable avec les angles de caméra qui changent tout le temps, des fois c'est un shoot 'em up, des fois c'est à la troisième personne, truc de fou. Regardez ce joueur. C'est pas moi qui joue là, ce joueur, au moment où la caméra change d'axe, ce qu'elle n'est pas censée faire, alors qu'il reste des projectiles à l'écran, il se fait pousser sur les projectiles, pas parce qu'il est en train de bouger, juste parce que la caméra est en train de faire n'importe quoi. Sauf qu'à ce moment-là, il perd un cinquième de sa vie, il se dit « Oh là là, le changement d'angle est incroyable », et c'est la meilleure intro que j'ai jamais vue.
Il en a rien à foutre parce que les conséquences sont quasiment non existantes. Mais la conséquence pour le studio, c'est que l'expérience qu'ils ont designée fonctionne qu'à condition d'être globalement facile. Parce que la version de Nier Automata où tu te fais one-shot par tout ce qui te frôle, elle existe, et elle est vraiment pas marrante. Donc tu fais le mode très difficile et tu te rends compte qu'un mode, qui est déjà frustrant parce qu'il est très mal équilibré, devient proprement insupportable parce que le directeur se prend pour Tarantino. Ce dézoom dans le niveau avec l'usine, il est magnifique. Il est magnifique, est-ce que c'est pour dire qu'on est seul? Est-ce que c'est pour dire qu'on est insignifiant? Je sais pas, je me suis pas posé la question. J'étais occupé à lancer ma manette contre le mur parce que maintenant les trucs qui peuvent me one-shot font 2 pixels de haut. Ce boss pareil. C'est stylé de l'affronter dans une tempête de poussière dans laquelle on voit que dalle, c'est pas stylé au moment où le frôlé te renvoie 15 minutes en arrière, c'est tout. Et c'est la deuxième fois de la vidéo que je reproche à un jeu de laisser la mise en scène un petit peu trop empiéter sur le gameplay, et ils viennent du même endroit. Ok, méthode 6, je crois que c'est la 6ème. C'est la 6ème, ok, ça va être un renvoi à la méthode 1. Il y a autre chose que la couleur qui se remarque peu importe ce que fait la caméra. Ok, techniquement le son, ça se regarde pas. Est-ce que c'est encore de la magie du cinéma? C'est vrai que les premières définitions de la mise en scène comprenaient uniquement ce qu'on pouvait voir dans une scène, mais ça marche, regardez. Début de Bodyguard. Ok, on essaye de nous dire que le personnage il a été traumatisé par la guerre. Un réalisateur pas inspiré nous l'aurait foutu 5 minutes dans une pièce avec un psychiatre et il aurait dit oh là là, la guerre, les cauchemars, tout ça. À la place quoi? À la place, le train dans sa tête fait pas des bruits de train. C'est simple, c'est court, c'est élégant, ça marche. C'est le même art de dire des trucs sans avoir à parler. De la même façon, regardez comment Ridley Scott utilise d'un côté la cacophonie et de l'autre le silence pour présenter les Somaliens et les Américains, qui sont les deux camps qui s'apprêtent à se rentrer dedans. C'est pas fou de se dire qu'on peut savoir qu'on est passé d'un camp à l'autre juste en regardant le spectrogramme de la scène? Moi je trouve ça fou, moi je trouve ça incroyable. Et dans le jeu vidéo, miracle, t'as presque autant de liberté en matière de musique qu'au cinéma, presque hein. Évidemment, écoutez suffisamment de soundtrack et vous réaliserez que c'est super déséquilibré, c'est 99% de musique d'ambiance pour genre 1% de vrais sons de 3 minutes avec des paroles, parce que les musiques d'ambiance elles vont mieux sur le gameplay, ils subissent aussi la tyrannie du gameplay, mais en vrai, ils sont quand même beaucoup plus libres et donc ils peuvent faire plein de choses. Si vous avez jamais joué à Zelda Majora's Mask, le principe est que au bout de 3 jours, c'est la fin du monde. Au bout de 3 jours, il y a une lune absolument terrifiante qui s'écrase sur nous et tout le monde meurt. Et si vous trouvez pas comment l'arrêter en 3 jours, c'est fin du monde et retour à la case départ parce qu'on est dans une boucle temporelle. Bref, je suis un compositeur talentueux. J'aimerais que la musique de la ville principale du jeu participe au stress de la situation. Du coup, voilà le thème de Bourg-Clocher, qui est la ville du jeu, le premier jour. Aucun souci, écoutons la musique du deuxième jour. Ça va plus vite, comme si d'un coup les musiciens s'étaient rendus compte qu'ils ont plus de temps que ça, il y a plusieurs instruments qui se sont barrés, ça lui donne un côté vide et inquiétant, mais surtout maintenant, il y a ces espèces de sons dissonants à l'arrière, toujours derrière l'oreille, toujours en train de déranger. Et le résultat, c'est que ça représente parfaitement l'état d'esprit des habitants qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de pas normal, mais qui savent pas ce qu'ils peuvent y faire, et donc ils essayent juste de pas y penser. Et puis il y a le jour 3. Et alors là, la musique du jour 3, elle tape cet équilibre improbable entre léger et ultra menaçant. J'avais jamais entendu une musique dire à la fois « cours pour ta vie » et « allonge-toi au soleil » avant d'entendre Majora's Mask. Non seulement ça fait transpirer la première fois, mais l'immense avantage de la musique, c'est qu'on s'y fait jamais vraiment. Parce qu'après une quinzaine d'heures sur le jeu, on finit par s'habituer à boucle temporelle, fin du monde, je l'ai déjà fait 8 fois. Mais il y a quelque chose dans le fait de débouler sur la place du village et de se faire accueillir par ça. Qui continue d'être terrifiant après 1, après 5 ou après 15 heures. Dans Journey, vous pouvez communiquer avec votre coéquipier, mais pas en parlant, en faisant des petits bruits. Vous pouvez faire des blim blim blam.
Ok ? Voilà une utilisation du son qui serait impossible dans un film, qui est purement vidéoludique. Ces blip blip blap seront toujours dans la tonalité de la musique qui joue pendant le niveau que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que les notes vont avec la musique. Ça veut dire que vous et votre coéquipier, en vous parlant, vous rajoutez sur le thème de base des notes que personne d'autre entendra. Ça veut dire qu'à vous deux, vous créez une musique qui n'appartient qu'à vous. Exemple vachement connu, mais dans Dark Souls 1, à chaque fois que t'affrontes un boss, les musiques généralement elles ressemblent à ça. Et puis t'arrives sur le boss de fin, dernier combat, le plus glorieux de tous, et la musique elle ressemble à ça. Parce que tu t'es fait avoir. Peu importe qui tu as cru, peu importe quelle fin t'es sur le point de débloquer, ça ne va pas bien finir. Mais tu le sais pas à ce moment-là. Vraiment à ce moment-là, c'est ta première partie, tu penses que t'es un héros et que t'es à 2 secondes de sauver le monde. Et le premier élément qui t'indique que ça ne peut pas bien finir, c'est la musique. Ok, côté sound design, c'est très simple. Quand on me demande c'est quoi le sound design qui t'a le plus marqué en 20 ans d'existence, c'est le bruit des clickers dans The Last of Us. C'est si terrifiant et en même temps si unique que j'ai fait ce game une fois, c'était il y a 12 ans, je m'en souviens, je n'oublierai jamais ce son. Je sais déjà que j'oublierai jamais ce son. Je sais déjà que si on me pose la question sur mon lit de mort, c'est quoi le bruit des clickers, je peux te faire ce truc qui est horrible. Toujours sound design, tout Elite Dangerous c'est absolument hors du commun. Elite Dangerous, le sound design est vraiment... Genre si vous êtes au bon endroit pour voir un vaisseau géant qui finit son bond dans l'hyperespace, non seulement vous entendez les protestations de l'univers entier dans lequel on a percé un trou, mais vous entendez les grincements de la coque qui vous font réaliser en résonnant à travers l'espace à quel point le truc est immense. Ok, ultime méthode. À la base, je voulais pas faire cette dernière méthode parce que c'est la méthode qui parle des cinématiques. Et je me disais, il n'y a pas d'intérêt. Dans une cinématique, il n'y a aucune des contraintes du gameplay. Une cinématique, c'est vraiment juste un film qui tape l'incruste dans un jeu. Mais en vrai, de vrai, il y a tellement de trucs intéressants à dire. Pour ce qui est des gros trailers qu'on voit généralement pendant les conférences ou en ouverture d'un jeu, il n'y a aucun problème. Ils ont rien à apprendre du cinéma, ils savent tout faire. Ils savent utiliser les contrastes de couleurs pour montrer l'opposition entre deux camps. Ils savent au contraire montrer que des gens sont dans le même camp en positionnant les acteurs les uns par rapport aux autres. Ils savent mélanger les influences pour créer des endroits incroyables. Ils savent raconter une histoire entière en 2 minutes. Ils savent t'attacher à un personnage que tu connais depuis 13 secondes. Ils savent balancer la bonne musique au bon moment. Il n'y a pas de galère. Le truc c'est que, généralement ils sont pas faits dans le moteur du jeu, généralement ils sont même pas faits par le studio, ils sont faits par des studios spécialisés, et on est vraiment très très loin de notre sujet d'origine. Donc on va vraiment passer à autre chose. Ok, nouvelle proposition. Qu'est-ce qui se passe si ton jeu, globalement, c'est une cinématique ? Quand le gameplay est tellement discret que le développeur récupère ce droit de posséder la caméra partout parce que l'action du joueur se limite à choisir des options de dialogue par exemple, soudain n'importe quel studio un petit peu ambitieux, un petit peu compétent se remet à faire des trucs de film en fait. Dans Détroit c'est simple, ils savent que du début à la fin ça va avoir une tête de film, ils savent qu'on va les attendre sur la mise en scène, tu peux analyser n'importe quel moment de Détroit comme c'était une scène de film et ça marche. Il y a le même niveau de richesse. Tout premier truc qu'on voit une seconde après avoir lancé la partie, c'est quoi le premier plan ? Sa veste, qui nous dit qu'il est une machine. Donc le premier message c'est une machine. Et le plan juste après, c'est qu'il fait mumuse avec une pièce. Et même s'il a été programmé pour faire ça pour avoir l'air plus humain, c'est pas logique de le faire dans un ascenseur, il est tout seul. Donc en fait il fait ça parce que ça l'amuse, c'est pas un comportement de machine. Est-ce qu'il a une conscience du coup ? Toute l'intrigue du jeu c'est de savoir si les machines ont une conscience ou pas. Et c'était indiqué dès les 2 premiers plans en 3 secondes. Une seconde après on a ce plan. C'est toujours la même opposition mais c'est encore mieux fait parce que c'est en une seule image. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez à la fois le cercle lumineux dans sa tête qui confirme que c'est une machine, mais il lève les yeux. Pourquoi il lève les yeux ? Pour regarder les étages qui défilent. Il est impatient. C'est pas impatient un ordinateur. Poser un ordinateur dans une cage d'escalier, on n'a rien à foutre de savoir s'il met 30 minutes ou 1 seconde à arriver. Puis il y a un gros plan sur la pièce, liberté, le deuxième gros thème de ce jeu, avec les machines qui vont essayer de se trouver un pays où elles seront libres, et 1994, la date de l'arrivée au pouvoir de Mandela, avec un peuple opprimé qui se trouve enfin un leader. Parce que le foreshadowing, c'est cool. Et puis il arrive, et vous avez vu le changement ?
D'un coup, il est parfaitement droit, il regarde devant lui, il bouge plus. Là, c'est une machine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un humain dans la salle d'entrée. Et soudain, on se dit que peut-être les relations humains-android sont pas au mieux dans ce jeu. Peut-être que c'est dangereux pour une machine d'avoir l'air un peu trop humaine dans ce monde. Évidemment, on va le découvrir plus tard. Mais là, pour l'instant, le jeu a commencé depuis 15 secondes. Il n'y a pas un mot qui a été échangé. On sait déjà tellement de choses. Cette intro est super classe. Et c'est pas tout. Now You See It, cool chaîne YouTube, très cool chaîne YouTube, a fait une super vidéo sur l'utilisation des formes au cinéma. Et le rectangle est souvent, pas toujours, mais souvent utilisé pour donner l'impression qu'un personnage se sent enfermé ou qu'il est carrément pris au piège. Et 5 secondes après cette incroyable intro dans l'ascenseur, on réalise qu'on nous a appelés pour une prise d'otage. Et est-ce que vous avez remarqué qu'en plus de tout le reste qui rend cette scène remarquable, les néons sur l'immeuble au fond sont utilisés pour renforcer l'impression qu'il est complètement pris au piège, il sait pas où aller. Et les 2 minutes d'analyse, ça fait prétentieux de dire analyse. Bon, les 2 minutes qu'on vient de faire là sur Détroit, on peut le faire sur n'importe quel passage de Détroit. C'est un jeu qui fait plus d'efforts de mise en scène que la majorité des films qui sortent. Et il dure 12 heures. Pas 2. Maintenant, et même si on met énormément de respect sur les efforts de Quantic Dream, c'était leur job. C'était vraiment leur job. Ils avaient 2 jobs, écrire une histoire en branchement qui fait sens, qui est intéressante, et ça, faire de la mise en scène. Mais dans n'importe quel jeu où il faut réfléchir à est-ce que la map est trop grande, c'est quoi le gameplay, c'est quoi les mécaniques, est-ce que c'est fun, est-ce que l'équilibrage est là, c'est normal que ce spell fasse exploser 50 gobelins, tellement de trucs à gérer pour un développeur que personne s'étonne qu'il expédie les cinématiques. Personne demande pourquoi la cinématique dans Fable c'est un zoom, personne demande pourquoi les dialogues dans Skyrim ils ressemblent à ça. Assassin's Creed, ils ont été malins. La moindre conversation dans ce jeu ressemble à une conversation de cinéma, parce qu'ils ont utilisé cet angle par-dessus l'épaule. Que vous avez vu dans 1 million de films, parce que c'est l'angle par défaut pour filmer une conversation, c'est celui que tu utilises quand t'as rien de particulier à dire avec l'image ou quand t'as la flemme de chercher un meilleur angle. Or, 95% des dialogues sont comme ça dans ce jeu. Allez chercher Assassin's Creed Odyssey Movie sur YouTube, cliquez au hasard, dites-moi si vous tombez pas sur du par-dessus l'épaule. Et c'est pas parce que le gars en charge des cinématiques était pas inspiré, c'est encore mieux que ça. Les cinématiques dans leur grande majorité sont pas faites à la main, ils ont codé un programme qui fait par-dessus l'épaule d'un personnage, puis de l'autre personnage en fonction de qui parle. Et donc ces cutscenes, pensées pour donner l'impression qu'il y a un réal aux commandes, elles sont complètement automatiques en fait. Et même si l'équipe en charge des cinématiques se motivait à faire mieux, elle pourrait pas. Faudrait qu'elle ait des trucs intéressants à mettre dans ses plans. Donc faudrait demander à l'équipe en charge de la map de faire des changements, et évidemment il y a archi pas le temps. Ce que Ubisoft dit quand ils sortent un jeu avec 95% de par-dessus l'épaule, c'est « Frère, nous aussi on a vu des films. On sait à quoi ça ressemble, c'est très très bien. Mais on a fait une map de 200 km². Dessus, il y a 150 quêtes, 20 000 lignes de dialogue, 200 heures de jeu. On a un système de combat et un canasson. Et tout ça, ça doit sortir l'année prochaine. Parce que Guillemot doit pouvoir acheter son 3e yacht. Personne n'a le temps de filmer parfaitement la petite fleur bleue pour montrer que le personnage est nostalgique. Personne. Et vous savez, tout le monde est d'accord avec eux. Personne ne leur reproche, moi y compris. J'ai lu 1000 critiques différentes sur Odyssey, j'ai jamais lu « Oh là là, ils sont un petit peu paresseux sur leur mise en scène ». Tout le monde est d'accord qu'ils font un art où il y a tellement de trucs à gérer que la mise en scène c'est pas la prio. Même si Ubisoft n'avait pas les calendriers de sortie ridicules qu'ils ont, la mise en scène serait pas la prio. C'est pour ça que c'est d'autant plus impressionnant quand un RPG qui a 12 000 autres trucs à gérer décide de tryhard quand même. Ok, dans The Witcher 3 aussi, il y a une map de 150 km², des bastons et un canasson et 300 quêtes, toutes très intéressantes d'ailleurs, qui ont dû demander autrement plus de travail d'écriture et de modification de map que les quêtes FedEx honteuses qu'il y a dans Odyssey. Mais ce truc qu'on a fait avec Détroit, de trouver 1000 détails dans leur cinématique parce que c'était leur job, bah je peux le faire dans The Witcher. Je peux le faire à peu près partout dans The Witcher. Au début du jeu, il y a cet arc avec le baron sanglant, qui est absolument incroyable d'ailleurs. Et on nous parle de ce baron, on nous dit c'est la brute épaisse qui terrorise la région avec ses hommes. C'est un chef de guerre, il est méchant, il est cruel, en plus c'est un traître. Il était un soldat du Nord, maintenant il travaille pour l'Empire qui a envahi du Sud. Il n'y a rien de bien à propos de lui. Et puis on le rencontre. Déjà, il fait boire les envoyés de l'Empire dans une bouteille qui porte les armoiries du royaume qui était là avant. Et si vous pensez que c'est un hasard, n'oubliez pas qu'ils ont à peu près 85 assets de bouteilles différents parmi lesquels choisir quand ils font un jeu comme ça. Donc, peut-être qu'il travaille avec l'Empire parce qu'il n'a pas le choix, mais il en est absolument pas ravi. Et ensuite, il nous amène dans son bureau. Regardez la quantité de trucs qu'on peut apprendre sur lui juste avec le décor. Déjà la sphère armillaire, tout en bas à droite, c'est pas vraiment un outil de brute épaisse. Tout de suite après, les tableaux de Novigrad, qui sont la grande cité du Nord, donc une fois encore, peut-être pas tant un traître que ça. Il y a des bouteilles un petit peu partout, peut-être un léger problème avec l'alcool, et surtout il y a ça. C'est des pots de fleurs sur ses fenêtres.
Ça paraît pas incroyable dit comme ça. C'est des pots de fleurs vides. Donc quelqu'un s'occupait de cette pièce, mais cette personne est partie depuis suffisamment longtemps pour que les fleurs meurent. Sans surprise, dans la suite de la cinématique et dans les autres cinématiques qu'il va y avoir plus tard avec le baron, vous allez apprendre qu'il a un énorme problème avec l'alcool, mais qu'il est pas si idiot que ça, qu'il est pas si mauvais que ça, et que sa femme et sa fille ont disparu. Et vraiment, si vous avez regardé correctement les 3 premières images de la première rencontre avec le baron, vous aviez déjà globalement une idée de tout ça. L'organisation de la pièce est dingue. Remarquez aussi que la première fois qu'on rentre dans la pièce, la toute première fois où il est cadré avec tous les trucs qui sont importants à savoir sur lui. Pas si idiot que ça, pas tant un traître que ça, alcool, proche disparu. Tout est dans ce cadre. Oh, petit truc marrant aussi, Geralt va finir par accepter de rechercher sa femme et sa fille disparues. Et au moment où il accepte, vraiment au moment dans la conversation où il dit oui, ok, je vais le faire, dans son dos, il y a ce tableau. Et ce tableau, c'est le quartier général de l'ordre de fanatiques fous furieux que sa fille a rejoint finalement, c'est ce qu'on va découvrir. Donc en fait, au moment où il accepte, la réponse de où elle est dans son dos, et ça c'est rigolo en vrai, c'est ce genre de petits détails. Et même si vous vous êtes pas du tout rendu compte de toutes ces choses à votre premier let's play, si vous vous êtes pas dit « Oh là là, les pots sont vides, clairement on a enlevé sa famille », c'est pas grave, vous l'avez remarqué inconsciemment, ça marche, c'est ça le but de la mise en scène, ça marche inconsciemment de toute façon. Le fait que les bouteilles soient partout, le fait que les pots vides renforcent un côté de solitude autour du baron, c'est des trucs que vous avez remarqué, ça a participé à construire l'image mentale que vous aviez du personnage. Ça demande énormément de travail. Ce délire de déposer des objets partout pour composer des décors, puis se demander c'est quoi le meilleur angle de caméra pour bien les voir, c'est un vrai travail de metteur en scène de fou. Et là, on est encore dans le jeu de base. Donc il y a des cinématiques qui sont très travaillées et d'autres, bon, ça passe. Mais une fois dans les DLC, ça c'est une dinguerie. À partir du moment où on est dans les DLC, chaque cutscene de l'aventure principale, c'est une dinguerie. Gunther Odim est l'un des méchants les plus stylés que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. CD Projekt Red, ils sont parfaitement conscients que leur personnage est incroyable et ils ont vraiment développé tout ce qu'ils savent faire cinématographiquement pour le mettre en valeur. Ok, par exemple, ça, c'est la première rencontre du DLC entre Geralt et Gunther. Gunther est venu proposer à Geralt un marché qui va évidemment lui coûter beaucoup trop cher. Surtout, regardez comment ils sont éclairés. Geralt par la lumière blanche et pure de la lune, Gunther par la lanterne très orange, presque infernale, et puis les négociations vont avancer, et quand Geralt va finir par se laisser tenter, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de la lumière blanche et il rentre dans la lumière de Gunther. Quand c'est pas la couleur de l'éclairage, c'est les décors devant lesquels ils sont. Ça, c'est leur deuxième rencontre, et c'est la dernière chance de Geralt d'échapper à toutes ces machinations et de juste partir sans donner ce qu'il veut à Gunther. Donc le choix de s'il va y avoir une aventure ou pas se fait à une intersection. Waouh, c'est symbolique. Mais surtout, regardez les décors devant lesquels ils sont. Pendant la négoce, Gunther est représenté devant un champ de tournesol. Des fleurs géantes à la lumière de la lune, il y a un côté sauvage, il y a même franchement un côté magique, c'est fait exprès. Pendant que Geralt, il est devant la ville. La ville, elle est bien solide, elle est bien réelle, elle est bien ancrée. Et quand Geralt se laisse faire vers la fin de la négociation, ils inversent de place. Et maintenant, Geralt, il est au milieu des tournesols parce qu'il est tombé dans le monde de Gunther et c'est trop tard. Mais du coup, est-ce que Gunther est tombé dans le monde de Geralt ? Alors, il est dans la ville, mais regardez, maintenant la caméra s'est penchée un petit peu et on voit les tournesols qui arrivent parce que l'influence de Gunther envahit tout, en fait. Aussi, il est toujours en hauteur. Ce que je veux dire par là, c'est que tu crées un personnage qui manipule tout le monde, qui gère tout d'en haut, qui crée des plans et personne ne peut lui échapper. Comment tu fais pour montrer ça visuellement ? Littéralement, tu le mets en hauteur. Des fois de 1 mètre, des fois de 3 mètres, des fois de 50 mètres, des fois de 10 cm. Mais à chaque fois que c'est possible, ils ont mis Gunther en hauteur. Il y a un moment dans tout l'arc où il se met une couronne de fleurs sur la tronche et pendant 5 secondes, il arrête de jouer les créatures démoniaques et juste, il donne des conseils en amour. C'est le seul moment du DLC où il est représenté plus bas que les gens à qui il parle. Oh d'ailleurs très intéressant, ce truc qu'ils font, où ils font bouger les acteurs pour faire passer un message, c'est une des sous-sections de la mise en scène, ça s'appelle du blocking. Le blocking, c'est comment je bouge mes acteurs dans ma scène, par rapport au décor et surtout par rapport aux autres acteurs, pour raconter un truc. On a commencé cette série de vidéos avec Citizen Kane. Et bah la scène la plus célèbre dans Citizen Kane est célèbre grâce à son blocking. Quand le film est sorti, ce qui a fait beaucoup de bruit, c'était la profondeur de champ qu'utilise Orson Welles. La façon, il n'y a pas de flou, c'est net jusqu'au fond de l'image. Mais s'il a fait ça, c'est pour pouvoir faire du blocking avec ses acteurs et qu'on les voit jusqu'au fond. Ok, c'est la scène où on comprend comment Charles Kane, le héros, est devenu l'un des hommes les plus riches des États-Unis alors qu'il est né dans une cabane en bois. Sa mère a trouvé de l'or. Elle possédait une vieille mine qui était censée être vide depuis des années et finalement ils ont trouvé énormément d'or dedans. Et elle a mis tous les profits de la mine sur un compte que seul son fils pourrait ouvrir une fois qu'il serait adulte. Et c'est là que c'est le drame, en pensant bien faire, elle l'a envoyé au loin être élevé par un banquier pour qu'il ait une bonne éducation. Alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était
avoir une famille, et donc il aura toute sa vie une peur panique d'être abandonné, blablabla. Regardez comment tout le monde dans cette scène va aller se mettre à sa place pour que plus une personne a du pouvoir dans cette scène, plus elle soit proche de la caméra et donc plus elle est grande à l'image. On a la mère, puis le banquier, puis le père qui essaye de donner son avis, mais l'ami n'était pas à son nom, donc personne n'en a rien à foutre, et tout au fond, enfermé dans sa fenêtre, il y a Charles, parce qu'on est en train de décider toute sa vie pour lui. Il y a du blocking un petit peu plus actif que ça encore dans Minority Report. Tant que l'inspecteur est en train d'expliquer la technologie qui leur permet d'arrêter les crimes avant qu'ils soient commis, ils sont tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais quand l'agent du ministère se manifeste pour dire qu'il pense que cette technologie elle est complètement immorale, il se sépare des policiers. Pas juste avec ses mots, il se sépare physiquement quand on regarde l'avant-après. C'est évident qui pense quoi. The precogs see the future and they're never wrong. But it's not the future if you stop it. Isn't that a fundamental paradox? On a vu avec les tournesols et avec la lanterne qu'ils savent faire du blocking chez CD Projekt, mais la cutscene où ils se sont vraiment dépassés sur ce point, elle n'est pas dans le premier DLC avec Gunther, elle est dans le second. Oh là là, voilà ce que je considère la meilleure cutscene de tout The Witcher 3, le dîner chez Oriana. Les personnages sont Geralt, la duchesse, et Oriana, qui est une riche habitante du coin qui organise des soirées avec des cracheurs de feu et des dauphins magiques. Les soupçons apparaissent quand, au plein milieu du repas, Oriana reçoit la visite de deux vieux amis qui se trouvent être des vampires. Le joueur sait que c'est des vampires à ce moment-là, et si elle les présente comme de vieux amis, si ça se trouve, elle aussi elle est pas humaine. Immédiatement, la caméra prend un plan large qui montre très clairement deux groupes, les humains d'un côté, les vampires de l'autre, et Oriana, elle est pas du bon côté. Et le plan juste après renforce encore les soupçons, on dirait qu'ils vont sortir un album ensemble, on place pas des personnages aussi proches si ils sont pas ensemble. Mais d'un coup, Oriana désamorce les soupçons, elle fait une remarque super innocente, elle fait remarquer que Geralt connaît un des deux arrivants et même qu'ils sont amis. Et là le joueur se dit, bah c'est vrai, certains vampires cachent leur identité, ils fréquentent beaucoup de gens, Oriana elle connaît la moitié de la région, elle organise des soirées tout le temps, ils sont peut-être potes complètement par hasard, il n'y a peut-être pas besoin que ce soit un vampire. Et au moment où elle fait cette remarque, Oriana vient se positionner exactement au milieu de l'image. Le blocking montre que finalement, on sait pas vraiment dans quel camp elle est. Quand Geralt confirme qu'un des arrivants est un ami à lui, là elle dit « Tiens, on dirait que les opposés s'attirent. » Curious. It seems opposites really do attract. Geralt, c'est un chasseur de monstres, son opposé, c'est un monstre, elle est en train de dire qu'elle sait que c'est des vampires, et comme c'est pas vraiment un truc que tu partages avec le premier pote qui passe, si elle est au courant, c'est qu'elle en est très probablement, elle aussi, un. Et au cas où la remarque d'Oriana serait pas assez claire, elle fait cette remarque sur ce plan. C'est le retour de la règle des tiers, on l'a vu super rapidement sur Shadow of the Colossus. En simple, quand un objet est sur une de ces 4 intersections, il attire l'attention, sans pour autant accaparer toute l'attention comme s'il était au milieu. Donc on peut mettre plusieurs trucs en valeur. Cette image dit une marmotte, et cette image dit une marmotte dans une forêt. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est exactement comme dans Shadow of the Colossus. Une image qui dit un cavalier dans un décor rend mieux qu'une image qui dit juste un cavalier. Ici, c'est Oriana au premier plan. Sur la première intersection, elle est clairement le sujet principal. Les deux vampires en retrait sur la deuxième intersection, ils sont le contexte, ils sont le décor. Au moment de la remarque d'Oriana sur les opposés, l'image est littéralement en train de dire sujet Oriana, contexte vampire. Normalement, même si t'es super lent, c'est le moment où tu fais « Oh !» Si je montre cette scène à quelqu'un qui a suivi l'histoire, qui sait que les invités sont des vampires, et que je lui mets pas le son, je lui mets pas les dialogues, probablement qu'il comprendra. Il verra les soupçons, il verra le doute, puis il verra la confirmation. Et ça, c'est un truc de dingue. On peut regarder ces scènes comme si elles avaient été dirigées par de bons réalisateurs du monde du cinéma, ce qui est proprement rarissime dans un jeu. Quand le jeu est sorti en 2015, des 4 plus gros sites de jeux vidéo qui l'ont noté à l'époque, il y en a un qui a trouvé que la mise en scène était suffisamment importante pour en parler dans ses plus et ses moins. Et c'est même pas que les sites sont vraiment en tort, c'est qu'encore une fois, ils ont déployé ces efforts de titan pour des consommateurs dont c'est pas la prio, pour lesquels c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est à la limite qu'ils s'en foutent. C'est pas ça qu'ils attendent quand ils achètent un jeu. Ils attendent les quêtes, la durée de vie, le gameplay, l'histoire intéressante, et tout ça ils l'ont eu, mais il y a ces efforts de fou furieux mis dans un truc qui va intéresser 1% des gens. Quel genre de dévotion qu'on trouve que quand tu mets vraiment ton sang dans un projet. Comment ça s'est fini avec Oriana ? Mal.
Mal. Ok, c'est la fin de mon énorme digression sur les cinématiques. Vous voulez savoir quelle scène je considérais comme étant la mieux en termes de cinématisme dans le jeu vidéo jusqu'à maintenant? Le mot est honteux, mais vous comprenez ce que je veux dire. À la fin de Red Dead 1, le personnage principal est rattrapé par une trentaine de types qui veulent lui faire la peau, et il n'y a aucun endroit où s'enfuir, et donc il décide simplement d'ouvrir les portes de la grange et de regarder la mort en face. Mais au moment où il le fait, et c'est une cinématique bien sûr, soudain le jeu active le pouvoir qui permet aux joueurs de tirer très précisément et très vite, qui s'appelle le Dead Eye, c'est cette espèce d'écran sépia que vous voyez là. Quand le jeu l'active, le joueur qui a à ce moment-là posé sa manette depuis 5 minutes et qui est prêt à pleurer pour son personnage principal se dit « Oh mon dieu, mais en fait ça joue ». Et si ça joue, ça veut dire que je peux le sauver. Parce qu'ils auraient pas lancé un niveau pour rien dans lequel je peux que perdre. Et donc tu commences à aligner les têtes de tes adversaires et tu te rends compte que t'as 8 balles dans ton flingue et qu'ils sont 25. Et donc au bout d'une seconde, tu te dis mais si en fait tout l'intérêt de ça, c'est de me faire croire pendant une seconde que j'avais une chance. Et donc évidemment tu te fais flinguer. Les réalisateurs rêvent de faire des scènes qui impliquent autant les spectateurs, et d'un autre côté, les développeurs de jeux vidéo rêvent de faire des scènes aussi cinématiques. Donc pendant longtemps, pour moi, cette scène, c'était l'exemple parfait d'être exactement entre cinéma et jeux vidéo. Maintenant, la vérité, c'est que c'est quand même beaucoup plus du cinéma que du jeu vidéo, parce que tu ne peux absolument rien changer. On te bait pendant une seconde à croire que tu peux sauver ton héros, mais ton intervention, elle sert à rien. Si je tire pas, c'est la même scène. Et depuis, j'ai un nouvel exemple, qui est mieux. Outer Wilds parle d'une sympathique race d'aliens bleus avec 4 yeux qui viennent de comprendre comment on fait une fusée et qui ont commencé à explorer l'espace. Okay, et vous êtes le petit dernier du programme spatial et c'est votre premier jour et vous allez partir explorer l'espace avec vos potes. Okay, explorer l'espace avec vos potes est un bien grand mot parce que vos potes, ils sont très isolés la plupart du temps. Chacun d'entre eux, c'est l'unique créature vivante sur la planète où il est. Et ils ont un job pas marrant parce qu'ils sont isolés sur ces planètes où il n'y a que des catastrophes naturelles et des ruines et des aliens morts. Mais ils persévèrent tous. Parce que ils ont tous cette même soif de comprendre ce qui se passe autour d'eux et ils savent que tout le monde dans le programme spatial compte sur eux. Ok, comment tu dis ça? Déjà, tu peux leur faire jouer à tous la même chanson. Ça permet aux joueurs de les capter et de savoir dans quelle direction ils sont à peu près. En plus, chacun d'entre eux est représenté par un instrument différent, donc c'est déjà une bonne idée. Mais tu peux faire mieux. Je vais vous montrer. Ils jouent pas juste la même chanson sur des planètes différentes, ils jouent ensemble. Ils ont l'immensité de l'espace entre eux, mais parce qu'ils ont le même rêve, ils sont jamais seuls. Et ça se voit physiquement, plutôt ça s'entend. Surtout, c'est une magnifique scène, mais on me l'a jamais mise sous le nez. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai pris sur moi de voler jusqu'à l'autre bout du système solaire, jusqu'à un endroit où je pouvais tous les capter en même temps. Cette façon-là, de récompenser la curiosité par de la magie, c'est un truc que même le cinéma saura jamais faire. Vous croyez qu'il nous reste un peu de temps pour parler de Pacific Rim ?
Le jeu